Merci de vous asseoir et merci à la chorale de la Commission nationale des marchés publics, CNMP, pour le pays, pour les ancêtres marchands unis, mais au-delà des divergences, au-delà de nos différences. Au début de cette cérémonie, on a parlé de la date de la création, mais au-delà de la date, il y a toute une histoire, tout un parcours, toute une légende, pourquoi pas, toute une vie qui vous sera partagée, mais c'est de manière formelle, réglementaire, à travers la lecture de la loi du 27 juin 1823 sur la création de la Chambre des comptes. Et comme nous l'avons dit au début, de la Chambre des comptes à la Cour supérieure, rien n'a changé. C'est toujours la même mission, la même promesse, le même engagement. Aurez-vous, Maître Nathan Laguerre, pour la lecture de la loi du 27 juin 1823 qui vous parlera de la création de la Chambre des comptes au corps de la Cour supérieure et du contentieux administratif. Tiré du Télégraphe, Gazette officielle numéro 26, portant la date de Port-au-Prince le 13 juin 1823 en enfer. Loi sur la formation d'une Chambre des comptes. La Chambre des représentants des communes, réunie en majorité sur la proposition du pouvoir exécutif, en date du 26 avril dernier, considérant que la réunion de toutes les parties de la République a considérablement multiplié le travail de la secrétaire d'État et que pour faire marcher cette partie du service public avec toute la régularité qu'elle exige, la création d'une Chambre des comptes devient de la plus grande importance, vu le rapport de son comité des finances à arrêter et arrête ce qui suit. Article 1er. Il sera créé une Chambre des comptes qui tiendra ses séances dans la capitale ou dans la ville qui sera momentanément le siège du gouvernement. Article 2. La Chambre des comptes sera composée de 7 membres. Il y en aura en outre un secrétaire et 2 employés expéditionnaires y attachés. Article 3. Les membres de la Chambre des comptes seront nommés par le président d'Haïti, qui désignera celui d'entre eux qui devra présider. Ils seront amovibles et seront pris tant parmi les fonctionnaires publics que parmi les citoyens sur lesquels le chef de l'État croira devoir fixer son choix. Ceux qui, appelés à exercer les susdites fonctions, refuseraient sans cause valable de les accepter, seront déclarés inhabiles à exercer aucune autre charge dans l'étendue de la République. Article 4. La qualité de membre de la Chambre des comptes est honoraire. Le secrétaire recevra 800 goudes par an d'appointement et chacun des employés expéditionnaires 400 goudes par an. Les membres de la Chambre des comptes prêteront le serment de bien s'acquitter de leurs devoirs entre les mains du grand juge avant d'entrer en fonction. Article 5. La Chambre des comptes correspondra avec le président d'Haïti et les grands fonctionnaires chargés d'une comptabilité ou responsabilité quelconque. Article 6. Les principales attributions de la Chambre des comptes seront de s'occuper de la vérification de tous les comptes administratifs qui lui seront indiqués par le président de la République d'Haïti ou par le secrétaire d'État chargé des finances,
À cet effet, elle recevra des instructions particulières et toutes les pièces de la comptabilité, trimestre par trimestre, afin de les examiner, régler et centraliser de telle manière qu'elles soient dégagées de tous les abus et irrégularités, pour ensuite être soumises par le secrétaire d'État à la Chambre des communes au vu de la loi. Article 7, la Chambre des comptes sera tenue sous sa responsabilité de signaler à l'autorité exécutive tous les abus qu'elle aura découverts en réglant les comptes des divers comptables. D'après les pièces et faits, elle soumettra à la fin de chaque année au président d'Haïti ses observations sur tout ce qu'elle jugera pouvoir apporter quelques améliorations dans les finances et les intérêts de la République. Article 8. Tout membre de la Chambre des comptes qui aura exercé cette fonction à la satisfaction du gouvernement recevra comme récompense de ses bons services un brevet en forme de mention honorable du président d'Haïti, ce qui lui donnera le droit de conserver et de porter le titre de membre de la Chambre des comptes. Article 9. La présente loi sera adressée au Sénat pour avoir son acceptation. Donnée à la Chambre des communes à Port-au-Prince le 20 juin 1823, en 20e de l'indépendance, le président de la Chambre signé Duval-Fils, les secrétaires de Gononcourt et Arnaud-Jeune, le Sénat décrète l'acceptation de la loi sur la formation d'une Chambre des comptes, laquelle sera dans les 24 heures expédiée au président pour avoir sous exécution, suivant le mode établi par la Constitution. Maison nationale, Port-au-Prince le 26 juin 1823, en 20e de la présidence, le président du Sénat. Okay. Les secrétaires Gaillot, Vialet, au nom de la République. Le président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du corps législatif soit revêtue du sceau de la République et qu'elle soit publiée et exécutée. Donnée au Palais national de Port-au-Prince le 27 juin 1823, en l'an 20e de l'indépendance. Lecture a été faite. Je vous remercie pour l'attention. Voilà l'histoire de 1823 à 2023 de la Chambre des comptes à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Le parcours était ou est encore long. De l'eau a coulé ou coule encore sur le pont, mais on n'a jamais failli manquer à nos promesses. On est toujours là. Car être là quand on a besoin de vous pour servir la République, ce n'est pas une simple promesse. Ça doit être une assurance. Voilà l'assurance qui permet à la société de grandir, de fructifier et de promouvoir, de nous promouvoir, pourquoi pas, de promouvoir notre culture. Une manière d'annoncer cette représentation culturelle et artistique, évidemment, une mise en scène de Stéphanie Saint-Louis, que vous accueillez certainement. Merci.
So bring your good times and your laughter too. We gonna celebrate your party with you. Come on now. Let's all celebrate and have a good time. Let's all celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? Everyone, oh, 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 oh. Come on! It's a celebration. It's a celebration. Celebrate good times, come on. Celebrate good times, come on. It's a celebration. Celebrate good times, come on. Celebrate good times, come on. Thank you.
un très beau spectacle en un laps de temps. De la danse, vous allez applaudir, on dirait. Voilà, de la danse, de la chanson, du pur folklore. Traçant ou retraçant surtout, voire exhibant notre couleur locale, ou tout simplement de la culture, avant toute chose, pour paraphraser Paul Verlaine qui dit de la musique avant toute chose. Merci encore une fois d'apprécier la prestation des artistes. Et voilà, l'instant présent, nous allons vous inviter à écouter celle qui assure le leadership de la célébration du bicentenaire de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. On sait tous et toutes que ce n'est pas facile, c'est à ma droite, messieurs, ma droite, ici. Et maintenant, il s'agit de la présidente du Conseil de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Madame Marie Delta Fétière, que vous accueillez. C'est à elle que l'honneur est revenu l'instant présent de prononcer les mots circonstanciels. Monsieur le Premier ministre, Son Excellence Ariel Henry, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mesdames, Messieurs les membres de la Cour de cassation, Monsieur le vice-président de la CSCCA, Mesdames, Messieurs les conseillers de la CSCCA, Mesdames, Messieurs les magistrats du système judiciaire, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet du Premier ministre, Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti et les membres du commandement, Monsieur le commandant en chef des forces armées d'Haïti et les membres du haut état-major, Mesdames, Messieurs les secrétaires généraux, Madame la présidente du Haut Conseil de transition, Madame, Monsieur le gouverneur et les membres de la BRH, Monsieur le président du conseil d'administration de la Banque nationale de crédit, Madame la présidente, Monsieur Jocelyn River, qui nous a laissé, ex-président de la République, Monsieur Jean-Michel Lapin, ex-premier ministre qui est avec nous, Mesdames, Messieurs les ex-ministres, Mesdames, Messieurs les dirigeants et les membres des institutions supérieures de contrôle, Madame, Messieurs les maires de la zone métropolitaine, Monsieur le Président et les membres de la Fédération des barreaux d'Haïti, Madame la bâtonnière de Port-au-Prince, et Mesdames, Messieurs les membres des organisations des droits humains de la société civile et des partis politiques, permettez que je fais court, Mesdames et Messieurs, en vos qualités, rang et dignité. Mesdames, Messieurs, select assemblée, je sais que vous êtes un petit peu fatigués, il est déjà midi passé. Permettez-moi, je suis désolée de vous demander de vous mettre juste pour 1 minute de silence en mémoire de nos disparus. Notre collègue, le conseiller Mélius Garçon, qui aurait dû être avec nous, qui est membre du conseil de ce conseil, nos fonctionnaires qui nous ont laissés de l'agent d'étrangers et tout récemment, nous avons juste avec nous Madame Anne-Marie Vallon, une femme digne d'un vérificateur de la CSCCA, qui nous a laissés il y a à peine 8 jours. Merci de cette minute d'observation. Merci, veuillez vous rasseoir.
L'histoire universelle s'articule autour d'événements qui influencent l'évolution des sociétés et constituent des points de repère pour les observateurs humains. C'est le cas d'Haïti, qui doit être bien heureuse d'avoir depuis 1823 une institution de contrôle de deniers publics, dans une dynamique historique, l'instauration d'une culture de reddition de comptes. Un rêve, un objectif ou une vision qui tient encore aujourd'hui. Autrement dit, un voyage assez long, 200 ans, dont l'itinéraire a été jonché d'embûches et de pierres d'achoppement politico-administratif, en raison même de la nature de la mission à remplir. Du haut de ces 200 ans, en mon nom propre, en celui du Conseil, des employés et consultants de la CSCCA, j'ai l'intime honneur de vous souhaiter une grande fois la plus cordiale bienvenue. Aujourd'hui, le devoir de mémoire nous commande de retracer l'itinéraire de cette institution qui nous a connu plusieurs mues sur son parcours, comme on le disait tantôt. Je sais que c'est une longue histoire, mais j'ai envie de la partager avec vous. Alors, êtes-vous prêts pour ce grand voyage? Ne vous inquiétez pas, je vous épargnerai les détails de l'histoire, mais ce ne serait pas abusé de revenir sur certaines dates qui ont constitué l'histoire de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Le 27 juin 1823, je suis désolée, la Chambre des comptes est officiellement créée 3 ans plus tard, soit en 1826. Elle devient une véritable institution supérieure de contrôle. En 1957, la Chambre des comptes devient la Cour supérieure des comptes. En 1983, elle est la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Et depuis la consécration constitutionnelle de 1987, son indépendance est renforcée. Le contrôle des comptes a fait du chemin et pavé la voie au droit à l'information sur l'utilisation des deniers publics. L'institutionnalisation de ce contrôle, réalisée sans fanfare, a atteint son point d'eau. Désormais, ils sont nombreux les citoyennes et citoyens qui démontrent un intérêt manifeste pour le budget de l'État, le jugement des comptes publics, le montant des impôts et taxes collectés. Mesdames et messieurs, nous avons l'intime honneur et le privilège de vous accueillir dans cette prestigieuse enceinte où se côtoient les dépositaires des pouvoirs de l'État, les figures emblématiques des secteurs vitaux de la société, les distinguées personnalités de nos institutions, les membres de la citoyenneté active, la jeunesse étudiantine et tous les intéressés. Aussi, chers amis présents, adressons-nous avec emphase et de manière spéciale nos chaleureux remerciements au comité d'organisation du bicentenaire, à tout le personnel permanent ou contractuel rendant possible et atteignant cette activité festive, et aux administrations, organisations de droit et mouvements citoyens qui ont soutenu les politiques de lutte contre la corruption et l'impunité. Nous tenons aussi à vénérer dans cette enceinte le visage anonyme du contribuable, au nom de la démocratie qui repose sur l'impôt et celui du justiciable, au nom de l'impartialité de Thémis qui garantit la cohésion sociale par la distribution d'une justice saine et une pour tous. Nous souhaitons à tous ceux et toutes celles qui ont fait le déplacement, encore une fois, la plus cordiale bienvenue à cette commémoration. C'est une fierté et un devoir pour le Conseil d'intégrer à cette séquence festive tous nos prédécesseurs, conseillers, cadres et employés qui ont œuvré à la pérennité de la dite institution. La Cour se doit de communiquer aux serviteurs de l'État cette flamme qui est censée les animer au quotidien, pour garantir aux contribuables l'éclaircissement des horizons voilés, obscurcis, par les incantables de ceux qui ont perdu la boussole, et pour leur insuffler l'espoir d'un chant du renouveau tant attendu par nos combats solidaires sous l'égide de la rectitude. La gouvernance de la Cour est la locomotive
est le mode de conduite des affaires publiques, impliquant une vision dynamique de l'État et de la société. Elle emporte une manière positive de voir, d'agir et d'être, menant à une direction préalablement identifiée qui épouse toutes les aspirations nationales. Elle est chevillée aux intérêts fondamentaux et immédiats des populations qui, tout au long de notre histoire de peuple, ont exigé de leurs dirigeants le respect des normes, des droits et des libertés, la consolidation des institutions et leur fonctionnement régulier, la pratique de l'intégrité et de la transparence. La CSCCA doit demeurer le symbole de la rigueur dans le contrôle de l'administration publique nationale, notamment dans celui des finances publiques. Elle doit continuer à porter l'étendard de garante de la conduite des actions publiques. Elle doit réaliser ou contribuer à matérialiser les sanctions contre tout gestionnaire manquant à son devoir de respecter les biens et deniers publics, ce qui les amènerait à les gérer en citoyens responsables et honnêtes. Ces actions devront être fondées sur son savoir-faire, son savoir-être et sa conscience. Un comportement qui représente un construit dans la société qui se forge à partir de la qualité et de l'efficacité du système de contrôle national. D'où l'importance de la synergie interinstitutionnelle. S'il est vrai que la justice est un défi pour l'humanité, ses multiples aspects tapissent le dédale existentiel. Toutes les sociétés ont bâti leur champ sécurisant sur la sanction et le redressement des torts. Cependant, le spectre de l'injustice n'a jamais cessé de menacer les individus, le corps social et la res publica. Elle a généré des pratiques discriminatoires qui ont torpillé les jugements, des inégalités criantes qui ont raviné la formation sociale et des subversions qui ont précipité l'éclatement de la relation de confiance entre les administrés et les dirigeants rebelles à la reddition du compte de leur gestion. L'injustice est ce que l'homme, comme la femme, supporte avec le moins de longanimité. Le dépérissement qui caractérise les institutions républicaines du pays renvoie à toutes les interrogations. Si la justice civile et pénale cherche sa voie et évolue dans le giron de l'ordre judiciaire, comment appréhender la justice administrative dont l'opacité est dénoncée par l'histoire à cause des carences qui affectent son cadre légal et organisationnel, affaiblissant ainsi son fonctionnement juridictionnel. La perception publique en Haïti fait de la justice une donne presque insaisissable. La justice est autant une intégrale que ramifiée. Il y a la justice et une justice des tribunaux, une justice fiscale, une justice sociale, une justice administrative. Ce qui est constant et qui nous dérange, c'est le malaise qui émane d'une conscience collective aiguë de ne pouvoir bénéficier des libertés et des droits les plus imprescriptibles, de n'avoir pas accès aux besoins primaires. En fait, la justice bien connue du plus grand nombre est celle qui transite par la porte du judiciaire. Les violations du droit de propriété, les affaires processoires, les voies du fait, les procès furtifs au petit port, les assises criminelles, etc. Cette justice du quotidien est une source de frustration, mais les justiciables s'en accommodent selon leurs moyens. De notre côté, l'histoire du pays est émaillée d'épisodes de pagailles administratives et financières, au détriment du pays et des contribuables. La gouvernance publique n'a jamais été en mesure de sanctionner les coupables, ni de rendre en contrepartie à celui qui paie l'impôt les services publics adéquats. Les citoyens et citoyennes ont adressé aux grandes communes de l'État le reproche d'adopter des comportements léonins et rebelles face au devoir d'allégeance, à la loi et de reddition de comptes. Aux périodes controversées de la vie publique, la vindicte populaire a carrément pris le relais d'une justice en dérobade, amenant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif à juger, entre autres, la performance des institutions. Cependant,
Toute cette volonté de briser le plafond mort de l'injustice étatique qui éreintent le pays altère et aliène la citoyenneté revendicative, sachant à des contraintes structurelles, organisationnelles, administratives, juridiques et éthiques. Bref, les limites du système judiciaire ont entraîné des conséquences néfastes sur la gestion des organisations publiques et l'exercice du contrôle financier de l'État. Notre démarche nous conduit à nous poser les questions suivantes. Quel changement stratégique faut-il opérer dans le système de justice? Comment faire émerger la justice administrative en Haïti? Alors, la Cour, par mon organe, adresse cette épineuse question à tous les experts, à tous les connaisseurs, aux érudits, à quelque chapelle qu'ils puissent appartenir, au fin d'implanter dans ce pays, cher à nos cœurs, un système judiciaire au plus que parfait. Pour tout dire, une réforme globale du secteur de la justice s'avère plus que nécessaire pour garantir la reddition de compte des grands commis de l'État et la bonne gouvernance et pour maintenir les institutions et le corps social dans un état complet de santé physique et mentale. Mesdames et messieurs, la CNCCA œuvre pour qu'Haïti devienne une puissance normative, que les pesanteurs de l'impunité se dissipent pour qu'émerge la lumière, la justice et la paix que procure la gouvernance par des lois, dans un état de droit. Nous célébrons patriotiquement avec vous tous et vous toutes le bicentenaire de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, l'institution phare de la bonne gouvernance, et souhaitons que justice soit rendue à la nation qui demande des comptes et dont les revendications sont justes et légitimes. Pour le triomphe de la justice administrative, pour le triomphe de la reddition de comptes, pour la réforme globale de la justice, vers une célébration du tricentenaire. Je vous remercie. Voilà l'intervention de la présidente de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. L'événement d'aujourd'hui est distinctif parce qu'il s'agit du bicentenaire d'une institution si prestigieuse, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. L'événement est distinctif par la qualité du spectacle auquel vous venez de prendre part. Nous en profitons pour saluer le ministère de la Culture et de la Communication. D'ailleurs, c'est une initiative du ministère de la Culture et de la Communication au sein de cette cérémonie distinctive aussi, parce qu'il s'agit de moments de distinction que la présidente va assurer pour nous. Alors, les mots sont bien choisis, mais aussi ils sont vrais, parce qu'il fallait donner un petit temps à la présidente de respirer un temps après ce discours profond. Merci de recevoir la présidente de la Cour pour assurer cette partie de remise de distinction à certains cadres de l'institution. La Cour vous est entièrement reconnaissante pour votre courage durant les 37 années de service assidu au profit de l'institution. J'ai l'honneur d'appeler Madame Hélène Vernet pour recevoir cette plaque d'honneur. J'attire l'attention du public aussi que cette plaque d'honneur émérite, nous avions dédié ce prix à Anne-Marie Julienne Saint-Prevalon, qui vient de nous laisser. Elle vient de passer, elle a 37 ans avec nous. C'est Madame Vernet.
Alors là, c'est un honneur pour moi. Elle est membre du Conseil de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. La Cour est entièrement reconnaissante envers la première femme, présidente de la CSCCA, très engagée durant ses 2 mandats. J'ai l'insigne honneur d'appeler Madame Noni H. Mathieu. Elle reçoit le prix de Jules Blanchet. La Cour a eu à travailler avec des membres qui méritent de porter le nom de conseiller. Je l'insigne honneur, et c'est un privilège pour moi, d'appeler le conseiller Saint-Just Montprével, membre du conseil de la CSCCA. La Cour vous est entièrement reconnaissante pour votre dynamisme et votre engagement à la mise en œuvre effective de sa réforme institutionnelle. C'est l'homme qui travaille 48 heures sur 24. Conseiller Montprével. Comme je l'ai dit tantôt à mon discours, il n'aurait pas pu y avoir cette cérémonie sans le dévouement et le dynamisme des cadres, des conseillers de la CSCCA. Tous les jours, j'ai eu peur, je suis stressée, parce que j'ai peur que l'un ne tombe malade. Permettez-moi d'accueillir le vice-président de la CSCCA, qui est le président de la commission du bicentenaire de la Cour, M. Pierre Volmar de Messieurs. La Cour vous est entièrement reconnaissante pour votre dévouement à la réalisation des activités commémoratives du bicentenaire de l'institution. À ce qu'il paraît, il n'y a plus de plaques, je ne reçois plus. Bon, c'est un plaisir de vous avoir, nous allons prendre la photo. Juste le temps d'une photo de souvenir, monsieur la photographe. Vous avez 1 minute pour faire ça. Ok, sans accroc, protocolaire. Ok. S'il vous plaît, vous pouvez rester sur le podium juste 2 minutes. Je suis désolée que j'appelle, que je demande au Premier ministre de venir faire une photo avec l'équipe de l'épouse émérite. Et comme on sait qu'il est à la Cour supérieure des comptes, c'est une façon pour nous aussi de le distinguer comme membre à part entière de la CSCCA. Vous savez qu'il n'est pas redevable de la CSCCA, mais seulement pour faute de gestion, on peut toujours l'appeler. Et bien, vous savez que pour qu'on puisse bien fonctionner, il y a le budget de l'État, il y a quelqu'un qui doit chercher les fonds nécessaires. Il doit se débrouiller pour nous donner de quoi pour notre service, pour qu'on puisse fonctionner. Et j'ai l'honneur aussi d'appeler le ministre de l'Économie et des Finances, M. Michel Patrick Boisvert.
Juste le temps d'une photo de souvenir. Merci beaucoup. Merci. Tout le monde peut reprendre sa place, tandis que la cérémonie continue. Et sans transition, à tout seigneur, tout honneur, nous cédons le microphone au Premier ministre, son Excellence le docteur Ariel Henry, pour ses propos de circonstance. Merci de vous lever pour recevoir le Premier ministre. Merci beaucoup, asseyez-vous. Madame la Présidente du Haut Conseil de la Transition, Mesdames, Messieurs, les membres du gouvernement, Messieurs le Président et Vice-président, ainsi que les membres de la Cour de cassation, Madame la Présidente et les membres de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames, Messieurs les hauts dignitaires, à vous tous, rang et qualité, tout protocole observé, Mesdames, Messieurs de la presse, Mesdames, Messieurs distingués invités. Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui, ce 27 juin 2023, pour célébrer le 200e anniversaire de la création de la Cour des comptes. Je veux, par ma présence, en un instant aussi solennel, en cette journée de grande célébration, journée de mémoire, rendre hommage à cette institution qui, depuis 200 ans, sert l'État malgré les vicissitudes de l'histoire. Je veux également rendre hommage au travail et au sens de service des 9 conseillers et de tous ceux qui les aident à accomplir leur mission. Cette mission, c'est de faire en sorte que la confiance des citoyens dans l'État soit préservée. Cette mission, c'est de faire respecter une éthique républicaine, une éthique de service public. Cette mission, c'est le contrôle rigoureux, méticuleux des comptes publics. C'est d'abord et avant tout une exigence morale et un acte civique. L'argent public, c'est l'argent de la collectivité. C'est l'argent durement gagné par le travail, l'effort, la peine de chacun. Cet argent est le sacrifice qui est imposé à chaque contribuable pour que la République puisse vivre. L'argent public, celui du peuple, celui de la nation, est sacré parce que les besoins sont toujours plus grands que les ressources. Il y a trop de détresse, de souffrance à soulager. Il y a trop d'injustice à réparer. Trop d'inégalités à corriger, trop d'écoles et d'hôpitaux à construire,
trop de périmètres d'irrigation à réhabiliter parce qu'un seul centime soit gaspillé, pour qu'un seul centime soit gaspillé, pour qu'un seul centime soit détourné. Je profite de l'occasion qui m'est donnée de m'exprimer devant vous aujourd'hui pour dire que l'époque où les dirigeants pouvaient disposer à leur guise de l'argent public est révolue, puisque pendant au moins les 2 dernières décennies, notre Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif ne s'est plus contentée de jouer le rôle de simple vérificatrice ou de contrôleur, mais aussi de vigile ou de censeur. Et cela a produit des résultats. L'État haïtien a besoin d'une révolution intellectuelle et morale. La révolution intellectuelle, pour moi, Premier ministre, c'est celle qui oblige à la transparence et à la sincérité des comptes. C'est celle de l'évaluation qui oblige chacun à se soucier des conséquences de ce qu'il décide en termes d'utilisation des fonds publics et des résultats de ce qu'il entreprend. La révolution morale, pour moi, Premier ministre, c'est celle de la responsabilisation personnelle pour ceux qui commettent des fautes. C'est la fin du sentiment d'impunité. C'est en même temps la récompense du mérite et du travail bien fait. Il nous faut, dans nos démarches, combattre l'injustice. Il nous faut également un contrôle plus rigoureux, une évaluation plus systématique, une responsabilité mieux affirmée et à laquelle nul ne doit se soustraire. Cela permettra non seulement de faire des économies pour réduire nos déficits et notre endettement, mais aussi de rétablir le prestige de notre fonction publique et de restaurer l'autorité de l'État qui pâtit de toutes les fautes et des erreurs qui ont été commises en son nom. Je souhaite que chaque ministre de mon gouvernement, chaque directeur général d'organismes autonomes, chaque dirigeant d'établissement public, chaque ordonnateur se sente concerné, impliqué, responsable. Je veux que chacun sache qu'il sera jugé sur sa gestion de deniers publics, sur les choix, bons ou mauvais, qu'il aura fait en matière de dépenses. Je suis convaincu que nous ne résoudrons rien si nous n'assainissons pas nos finances publiques, si nous ne réduisons pas durablement nos gaspillages et si nous n'appliquons pas une politique d'austérité. Mesdames, Messieurs, honorables présidentes et membres du Conseil de la Cour, cette année de célébration, et pas n'importe laquelle, nous parlons ici de bicentenaire, doit être surtout l'occasion de faire un bilan exhaustif des réformes et évolutions des dernières décennies. L'histoire de la Cour est une longue chronique d'une extension progressive de ses missions. L'histoire de la Cour, c'est aussi l'histoire de la construction progressive d'un équilibre. Pourtant, cette histoire n'aura jamais été celle d'un long fleuve tranquille. Pourtant, cela ne leur a pas empêché de parcourir un chemin si difficile, une aventure qui n'est au fond qu'un reflet de l'histoire politique et sociale de notre pays, avec des vicissitudes, en même temps avec des avancées. Bien souvent, on entend parler de la longévité en termes de secrets ou de recettes, comme s'il existait un élixir de longue vie
ou des formules magiques à prononcer. Je pense que les raisons du grand âge de la Cour des comptes se trouvent en grande partie dans son indépendance et dans sa ténacité à renverser les obstacles pour rester en conformité avec sa mission. L'un des rôles de la Cour des comptes et du contentieux administratif, justement, c'est d'aider l'État à gérer mieux. Au fil des temps, elle a beaucoup changé, passant de la Chambre des comptes à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Loin d'être un frein pour l'administration, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif doit devenir un moteur de la modernisation et de la simplification des procédures dont notre pays a tant besoin, tout en conservant l'élément de rigueur qui caractérise sa démarche. Cette célébration du 200e anniversaire doit être pour l'institution l'occasion de passer en revue ses plus importants résultats et ses réalisations au cours des 2 siècles de son existence et de rappeler les jalons qui vont marquer les prochains chapitres de son parcours et les défis auxquels elle doit faire face aujourd'hui et demain. Je sais que le fardeau est pesant sur les épaules de ce solide organisme d'audit des fonds publics et de justice administrative. Pendant 200 ans, elle a pu le porter avec courage. Plus d'une fois, faisant face à des attaques de toutes sortes, elle a su résister à travers le temps, au vent et au flot qui l'ont forcé. À de nombreuses reprises, elle a réussi à se plier comme un oiseau. Mais elle a pu se relever comme un géant pour poursuivre la lutte quotidienne relevant de sa mission. Celle qui consiste à passer au peigne fin les actions financières de nos ordonnateurs et de rendre justice à ceux qui se sentent lésés ou qui se croient victimes d'abus au sein de l'administration. Sous l'impulsion de vos prédécesseurs, et également sous la vôtre, Madame la Présidente, la Cour est devenue plus active, plus opérationnelle. La Cour est aujourd'hui une institution qui regroupe ensemble un ensemble de compétences allant du simple commis au vérificateur. Son statut juridictionnel et sa collégialité que lui confère la loi consacrent son indépendance qui est précieuse pour l'accomplissement de sa mission. Une indépendance que mon gouvernement veut préserver, voire accroître en renforçant les moyens de sa politique. J'ai confiance dans vos talents et dans vos compétences, ainsi qu'à votre force de conviction. Nous devons parvenir à une plus grande imputation au quotidien de nos actes de gestion, parce qu'il nous faudra continuer à assigner la responsabilité sans laquelle, en effet, l'insouciance et l'inconscience triomphent. Nous devons privilégier une approche fondée sur la confiance et développer une culture de la performance en ce qui a trait à la transformation engagée dans la gestion des fonds publics. Les hauts fonctionnaires, les ordonnateurs de l'État, les administrateurs, les corps comptables, etc., ont un devoir d'exemplarité accrue en matière de reddition de comptes. C'est un combat quotidien. Cette exigence de transformer nos vieilles habitudes et de nous doter d'une moralité exemplaire.
c'est loin d'être facile. Je suis venu vous inviter à la rupture avec les habitudes, les comportements, les routines du passé. Je suis venu vous inviter à l'audace pour faire les réformes, pour innover, pour refaire de l'État le levier du changement à travers l'assainissement des comptes et une justice administrative équitable. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a 200 ans. C'est un bel âge pour une institution dans un pays qui connaît sans cesse des soubresauts interminables. Cette longévité, elle la doit à la qualité des hommes et des femmes qui l'ont servi, à leur haute valeur intellectuelle et morale, à leur passion pour le bien public. Ils ont su la rendre indispensable à l'État. J'espère que plus jamais, dans les années à venir, qu'aucune administration ne commette la faute de mettre en veilleuse la Cour. Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, honorables conseillers, cadres et employés de la Cour, je vous souhaite de garder intactes vos vertus et les valeurs qui vous habitent et qui transcendent la Cour, gardienne vigilante de nos finances publiques, le gendarme de nos comptes publics. Elle doit continuer à asseoir à travers le temps sa réputation sur du roc. Et l'évocation de son passé n'a d'autre sens que de mieux garantir les services qu'elle entend rendre encore demain à Haïti et aux Haïtiens. Nous remercions nos partenaires de la communauté internationale pour leur accompagnement et leur soutien au cheminement de cette institution d'État. À l'occasion du 200e anniversaire, Mesdames, Messieurs de la Cour, je vous renouvelle ma confiance. La Cour des comptes a 200 ans et encore une tâche immense à accomplir. Le chemin à parcourir est très long. 200 ans, c'est un âge vénérable. Au-delà même des plus grandes espérances, 200 ans d'histoire, 200 ans d'ajustement, 200 ans de victoire et parfois de déprime. La Cour supérieure des comptes et de l'administration a 200 ans et elle commence une nouvelle jeunesse. Elle a 200 ans et tout l'avenir est devant elle. Nous allons ensemble la consolider pour que survive la République. Je forme le vœu que la cohérence et la constance continuent à guider les actions de la Cour qui ouvre déjà les portes de la majestueuse citadelle de son tricentenaire. Bonne célébration. Je vous remercie. Voilà. Voilà, des salutations d'usage, protocole oblige. Suite à l'intervention du Premier ministre, Mesdames, Messieurs, merci de vous rasseoir. On a rendez-vous avec l'histoire, qu'il s'agisse du célébrant Monseigneur Pierre-André Dumas, qu'il s'agisse de la présidente Madame Marie Nelta Fitière, qu'il s'agisse du Premier ministre, le docteur Ariel Henry, tout le monde l'a dit. On a un rendez-vous avec l'histoire pour peaufiner l'œuvre et pour agir
en toute justice, car c'est la justice qui élève une nation. Mais pour cela, il faut être patient. Et comme jadis, Hugues de Saint-Victor, heureux ou heureuse, celui ou celle pour qui la patience est douce. Voilà qui met fin à la cérémonie d'aujourd'hui, marquant le bicentenaire de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Vous avez rendez-vous au rez-de-chaussée, au niveau 1, quelque chose comme ça, pour le vin d'honneur.